Hello, everybody. Welcome to Mesdames, this Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette session. Voilà, bienvenue à notre session. Donc, avant de procéder à la cérémonie d'ouverture, nous devons faire une autre session. Voilà, je me présente, je travaille au sein de l'UNESCO, surtout concernant l'éducation au développement durable. Je suis basée à Paris, dont je participe en distanciel. En ce qui concerne les sessions spéciales, donc il existe 3 sessions simultanées qui portent sur les manières d'atteindre notre objectif, la cible 4,7 des ODD. Et nous allons voir ensemble quels sont les efforts qui sont en cours actuellement dans le cadre de la cible 4,7. Aujourd'hui, nous allons aborder 2 aspects. Le premier portant sur la communauté climatique. Ensuite, dans ce contexte, nous allons voir le système de suivi et ensuite nous allons voir ensemble la création d'un réseau dans l'Amérique du Nord concernant le changement climatique. Donc, avant de procéder à la première présentation, je voudrais vous expliquer un petit peu le contexte. Les 2 orateurs, nous avons tout d'abord Kate Gear, qui est professeure à l'Université de Melbourne et elle enseigne également à King's College au Royaume-Uni. Elle est spécialiste de l'éducation de STEM, de la mise en place des politiques. Et en ce qui concerne Madame Kate, elle est en charge de projet MECCE, Monitoring et l'évaluation de la communication et l'éducation sur le changement climatique. Le deuxième orateur, c'est Monsieur Massimiliano Taruzzi, qui est professeur à l'Université de Bologne. Il est en charge du réseautage at the Institute of Education of University College London. Il est basé à Londres. Il travaille à King's College à Londres en menant des recherches. Donc, chacun aura à peu près un quart d'heure de temps de parole. Nous allons commencer par la présentation de Madame Kate. Et merci beaucoup pour cette aimable présentation. Avant de commencer, en effet, Madame Mackenzie elle est la directrice de notre projet. Elle n'est pas parmi nous aujourd'hui, malheureusement, donc je vais vous donner la présentation qui a été préparée par Madame McKinsey. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit de la communication et l'éducation sur le changement climatique et le système de suivi et évaluation. Pour ce qui est de ce sujet, il est important de réfléchir sur les mécanismes de suivi et d'évaluation et ce, également dans le secteur de l'éducation transformatrice. Alors, j'espère que ma présentation vous permettra de comprendre va vous permettre de comprendre la structure que nous avons au sein de notre projet. Notre projet s'intitule MECCE et nous avons l'objectif d'accroître la qualité et la quantité de la communication et l'éducation au changement climatique au niveau international. Vous voyez tous cette diapo. Notre projet est un projet mondial, donc nous avons beaucoup d'acteurs qui sont concernés. La page précédente, s'il vous plaît. Encore précédente. Voilà, merci. Encore. Oui, voilà, merci. Alors, notre projet MECCE a plus de 80 partenaires au niveau international. Donc, il s'agit d'un partenariat assez global, y compris la CCNECC, le GIEC et le rapport GEM, par exemple, et l'UNESCO. Ensuite, notre projet met l'accent sur le partenariat entre les milieux académiques et la mise en place de politiques. Donc, ce sont deux secteurs distincts, mais
il existe des échanges très actifs entre les deux secteurs, surtout concernant l'éducation et la communication sur le changement climatique. Nous menons des dialogues très variés. Également, nous travaillons de manière très active avec le secteur privé. Voici la structure que nous avons en ce qui concerne la gouvernance de notre projet. Donc, il existe différents facteurs concernés. Nous avons un projet central qui se trouve en haut à gauche. Et en plus de ce projet central, nous avons plusieurs axes principaux. Donc, par exemple, nous avons des projets qui sont en cours avec les individus. Et bien sûr, nous avons des projets que nous menons avec des communautés. Donc, autour de ces trois axes principaux, nous mettons en œuvre un réseau et nous organisons des forums d'importance afin de passer en revue ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et afin de maintenir ce momentum, nous mettons en œuvre différentes actions, et ce avec les experts de différents secteurs, et ce pour améliorer l'éducation sur le changement climatique. Donc, voici la théorie qui soutient nos projets pour ce qui est du changement climatique. Il faut y avoir une approche scientifique, c'est un élément extrêmement important. Et en plus de cela, nous avons besoin de trois axes principaux. Pour ce qui est ce genre de projet, nous avons une mission très forte pour un changement des politiques, et nous avons également un aspect technique et technologique qui est un volet pratique. La troisième axe porte sur les valeurs personnelles ou bien les croyances personnelles. Donc, la conviction, les valeurs personnelles peuvent être très variées en fonction des ressources dont chacun se dispose. Donc, de manière très pratique, nous mettons en œuvre, nous collaborons des projets d'éducation au changement climatique. Voilà, de manière très précise, voilà, nous avons beaucoup de partenaires avec qui nous travaillons. Ensuite, nous allons maintenant voir ensemble les contenus de ce projet. Donc, nous voulons mettre à profit le système de suivi afin d'améliorer la quantité, et à travers l'évaluation, nous voulons améliorer la qualité. Donc, afin d'accroître la qualité de l'éducation et la communication au changement climatique, nous pouvons par exemple coopérer avec les influenceurs et nous pouvons organiser un forum de discussion. Et à ce propos, nous mettons en place un partenariat de financement. Et avec ces efforts, pour ce qui est du monitoring, donc c'est un axe principal de nos activités. Donc, il s'agit des indicateurs personnels, individuels, et nous veillons à ce que les bons indicateurs soient mis à profit par d'autres organismes. Voilà, concernant la communication et l'éducation sur le changement climatique, nous voulons apporter une contribution de manière soutenue. Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons trois axes principaux. La première qui porte sur l'amélioration de la qualité, et à travers l'amélioration de la qualité, c'est à travers l'évaluation que nous pouvons améliorer la qualité. La deuxième axe principal, comme je vous ai déjà dit, il s'agit du monitoring qui vise à accroître la quantité. La troisième axe porte sur la valorisation des résultats de recherche que nous avons menés, et ce pour exercer un impact très important dans ce secteur. Je vous ai brièvement présenté notre projet. Jusqu'à maintenant, nous avons obtenu des résultats très intéressants que j'aimerais vous expliquer à partir de maintenant. À travers ce projet, nous avons pu avoir beaucoup de perspicacité.
Et tout cela a été permis par les projets de coopération et de collaboration et nous avons obtenu des résultats vraiment visibles et tangibles. Et également, nous avons pu apporter des résultats très positifs dans l'éducation transformatrice. La page suivante, s'il vous plaît. Tout d'abord, donc, il s'agit de l'amélioration de la qualité à travers l'évaluation. Nous avons actuellement à peu près 20 profils de pays concernant l'éducation et la communication sur le changement climatique. Et nous avons mis en place ces profils en partenariat avec le rapport de GEM de l'UNESCO et nous avons effectué des travaux de synthèse des connaissances. Nous en avons effectué 3 et tout cela nous a permis d'avoir des leçons. Et vous avez le lien en bas de la page, donc si vous aurez le temps, vous pouvez visiter ce site web. Et ensuite, en haut de ces 2 pages, nous pouvons constater que chacun de nos pays a des ressources assez limitées en termes de politique, en termes de stratégie concernant la communication et l'éducation sur le changement climatique. Également, il y a un manque qui existe dans le système juridique aussi. Également, différents pays mènent des projets de CCE, mais il existe des écarts assez importants d'un pays à l'autre. Et à cet égard, donc nous avons pu identifier ce problème qui existe. Et en bas, à gauche, nous pouvons voir dans ce graphique que dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire, donc nous parlons parfois du changement climatique à l'école, mais ce qui nous manque, c'est la participation. Ensuite, donc, nous menons des projets de communication sur le changement climatique de manière soutenue et nous avons pu identifier les groupes qui ont été défavorisés ou exclus dans ce processus. Voilà, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des résultats que nous avons obtenus concernant le profil de chacun de nos pays. Maintenant, nous allons voir ensemble le côté synthèse des connaissances. Donc, à partir des connaissances que nous avons acquises, nous pourrons par exemple donner plus d'autonomie, donner plus de pouvoir pour que nous puissions avoir un changement dans ce secteur. Et dans le secteur public également, nous voulons que la CCE soit mise en œuvre de manière très douce et nous voulons être un catalyseur dans ces processus. Nous allons maintenant aborder l'axe 2, qui est l'amélioration de la quantité à travers le monitoring. J'aimerais souligner le fait que nous mettons à profit différentes ressources que nous avons et l'accès à ces ressources s'est beaucoup plus amélioré qu'auparavant. Nous travaillons avec des experts de différents secteurs. Donc, avec ces experts, nous réfléchissons sur les moyens visant à utiliser ce système éducatif pour apporter un changement. Si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez consulter le lien qui se trouve en bas de la page. Jusqu'à maintenant, nous avons recueilli 125 jeux de données qui portent sur la communication et l'éducation sur le changement climatique. Et voilà, nous avons ainsi des données très variées sur le monitoring et le reporting. Et j'espère que nous pourrons développer encore ces données pour améliorer l'éducation et la communication sur le changement climatique. Et pour ce faire, nous avons pu identifier des critères importants que nous pouvons utiliser pour comprendre la situation de chacun de nos pays, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. Alors, en fonction de chaque pays, nous pouvons
identifier les risques qui existent concernant le changement climatique et toutes ces données sont recueillies dans ces jeux de données. Et également, nous avons des outils numériques en la matière. Et ces données sont à la disposition de chacun de nos pays. Et en bas de la page, j'ai mis le lien si vous en avez besoin. Voilà, à partir de ces conclusions, nous avons pu mettre en place différents indicateurs. Également, les données sont très variées qui portent sur les indicateurs de l'éducation et la communication sur le changement climatique. Et à travers ces indicateurs très variés, nous pouvons savoir comment l'éducation et la communication sur le changement climatique peut être appliquée. Donc, la dernière axe, il s'agit de l'impact des recherches. En ce qui concerne notre projet, donc la relation ou le partenariat avec les partenaires est extrêmement important. Et le public cible, ce sont tout d'abord les décideurs politiques parce qu'ils peuvent avoir un impact très important pour le changement des politiques. Et nous diversifions ainsi les méthodologies de participation. Nous avons un site web et sur le site web, nous pouvons avoir accès aux différents jeux de données, à la bibliothèque numérique et beaucoup d'autres ressources très intéressantes. Et nous travaillons avec les enseignants, les praticiens, les décideurs politiques et si c'est nécessaire, nous dispensons des programmes de formation. La page suivante, s'il vous plaît. Un autre aspect très intéressant pour nous, c'est que nous avons des hubs régionaux en Afrique, en Australasie, en Europe, en Amérique et au Canada. Donc, nous avons des plateformes régionales qui nous permettent d'avoir un débat très riche sur la communication et l'éducation au changement climatique. Et j'espère que vous pourrez nous rejoindre pour ce débat. Avant de clôturer, je voudrais expliquer un petit peu la qualité de la CCE. C'est la première question que je vous ai posée au début de ma présentation. Et pour répondre à cette question, nous menons des recherches sur les cas précis, des études de cas sur le changement climatique, l'éducation en la matière et par exemple l'accès des autochtones à ces informations figure parmi les études de cas que nous menons actuellement. Et au niveau international et pour tous les âges, nous soutenons et nous formons ces gens-là dans le secteur de l'éducation et de la communication au changement climatique. Pour terminer, je voudrais saisir cette occasion pour remercier les organisateurs de m'avoir donné cette occasion. Et je remercie également Madame Ellison et j'espère que ma présentation vous a permis de comprendre le projet que nous menons actuellement et les efforts que nous faisons pour l'éducation transformatrice. Merci beaucoup Madame Kate. Donc elle nous a fait une présentation très riche, très intéressante. Comme le temps est limité, nous allons directement passer à la deuxième intervention. Veuillez commencer. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Merci, Kate. C'était très intéressant et très instructif concernant vos activités et les changements climatiques et l'éducation sur le changement climatique. Et donc, nous avons entendu aussi vos propos concernant donc la citoyenneté mondiale. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, c'est qui sont les acteurs
En ce qui concerne l'ECM, quels sont les acteurs principaux en ce qui concerne l'ECM dans la cartographie des réseaux de l'ECM en Europe et en Amérique du Nord? Slide suivante. Cette étude a été sponsorisée par l'équipe de recherche et par l'APCEIU et le Centre de Ban Ki-moon pour les citoyens mondiaux. Et les résultats de cette étude ont paru très récemment et si vous le désirez, vous pouvez télécharger. Et si vous me contactez, je vais vous envoyer une copie également. Ensuite, pourquoi le réseau est-il important en ce qui concerne l'ECM? La perspective du réseau est très importante pour pouvoir investiguer sur les acteurs principaux dans la promotion de l'ECM parce que c'est le résultat des négociations conceptuelles, politiques et pédagogiques et la perspective suit un processus non linéaire de la mise en œuvre des politiques et nous pouvons également développer de manière contextuelle les pratiques de l'éducation innovante et la circulation de l'information auprès des institutions clés et la construction conceptuelle des idées de l'ECM à travers les réseaux. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous devons approcher l'ECM sous la perspective du réseau. D'après la perspective du réseau social, un phénomène social, politique et éducationnel ne peut pas être compris si cela est segmenté ou isolé des relations sociales. Donc, nous avons voulu tout d'abord comprendre les caractéristiques du réseau de l'ECM en Europe et en Amérique du Nord et de voir comment les acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre de l'ECM et comment ils peuvent coopérer ensemble et comment les connexions entre les individus et les motifs des relations connectent les personnes et les groupes. Et donc, c'est à travers l'interconnexion que nous pouvons avoir une compréhension meilleure concernant l'ECM. C'est la raison pour laquelle le networking a été la base de la compréhension de l'ECM. Et donc, nous avons voulu voir donc, à travers ces réseaux sociaux, comment l'ECM est construit et comment il y a eu la conceptualisation de l'ECM à travers ces réseaux. Donc, nous avons voulu analyser le réseau social et nous nous sommes concentrés sur la zone Europe et l'Amérique du Nord et nous avons justement investigué les associations. Ici, les initiateurs ont été les décideurs politiques, donc les promoteurs ici. Nous avons inclus tous les acteurs de l'ECM et nous avons voulu identifier qui sont les acteurs clés de l'ECM et nous avons voulu trouver les maillons qui relient justement ces différents acteurs. Et ici, vous avez donc la liste des questions. Diapositive suivante. Cette recherche a été menée sous deux méthodes différentes. Donc, tout d'abord, il y a eu l'analyse du network et ensuite, il y a eu la méthode numérique. Tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur les décideurs politiques. C'était le premier axe. Et ensuite, nous avons mené 54 interviews structurées dans la zone Europe-Amérique du Nord. Et ensuite, nous nous sommes focalisés sur la méthodologie numérique. L'avantage, c'est que cela a permis de tracer les liens qui existent entre les différents acteurs de l'ECM à travers, par exemple, les sites web ou à travers des réseaux sociaux comme Twitter. Ainsi, nous avons pu faire un listing des acteurs, une liste des acteurs, et nous sommes basés sur 5 critères. Tout d'abord, il y a le critère géographique. Donc, ici, nous nous sommes concentrés, nous nous sommes limités sur la région Europe et Amérique du Nord. Et ensuite, deuxième critère, c'était l'influence. Nous avons voulu voir comment on forge la gouvernance de la mise en œuvre de l'ECM en Europe et en Amérique du Nord. Troisième critère, c'est la conceptualisation. Ensuite, ici, ce sont
la dernière série de données. Nous avons eu 63 acteurs qui sont des acteurs très influents et acteurs influents au niveau de l'ECM. Il y a par exemple la société civile, les institutions de l'éducation, il y a également aussi les organes gouvernementaux. Voici les résultats. En fait, je peux simplifier ces résultats. On peut voir quel type de réseau existe. Il existe en ce qui concerne les acteurs de l'ECM. On peut voir justement le côté structurel et les attributs de chaque acteur. Nous avons vu le réseau dans l'ensemble et non pas au niveau individuel parce que nous avons voulu voir l'aspect structurel et non pas l'attribut de chaque organisation, de chaque acteur. Ce n'était pas l'objectif de notre étude. Nous avons voulu nous concentrer sur l'aspect réseau pour voir quel est le flux de l'information et comment l'interaction joue entre les différents acteurs de l'ECM. Et donc, j'aimerais vous présenter quelques attributs de ce réseau. Par exemple, il peut y avoir la densité, la connectivité ou le côté fermé. Et à travers cette étude, nous avons vu ces éléments et cela permettra de renforcer encore plus le réseau et d'amplifier le réseau. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais vous faire un résumé de 5 points concernant les résultats de l'étude. Ensuite, oui. Voilà, nous avons maintenant l'ensemble de la slide. Vous avez ici 3 types de réseaux. À travers l'étude que nous avons menée, nous avons identifié tout d'abord un type de collaboration mutuelle entre les acteurs. Deuxièmement, un partage d'informations techniques. Troisièmement, des réunions entre les organisations. Et nous avons vu que il y avait une grande densité, c'était beaucoup plus élevé que juste un partage d'informations techniques. Pour le type 2, par exemple, on peut voir le réseau de l'ECM et il y a également aussi un forum très puissant de partage des connaissances. Donc, il y a un réseau de partage d'informations et on voit que les lignes sont tracées de manière très distincte. Vous avez les points rouges, les points bleus. Donc, le bleu, ce sont les acteurs en Europe. Rouge, c'est acteurs de l'Europe du Nord. Et vous avez aussi la taille. Par exemple, plus le cercle est grand, plus vous avez des ressources qui sont plus de 50% des ressources qui sont attribuées à l'ECM. Et comme vous le savez, dans l'ensemble, les organisations travaillent avec des organisations qui se trouvent dans la même région. Dans ce cas-là, on peut aller dans les sous-régions en fonction des régions. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, il y a des côtés distinctifs et il peut y avoir des différences entre les organisations. Par exemple, ici, vous avez le carré orange et vous voyez que pour les carrés verts, la connectivité est faible. Donc, quand on est en centre, c'est de couleur orange. Quand on est dans la périphérie, c'est la couleur verte. Donc, on peut voir ici par ce réseau où est le centre et où est le périphérique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on peut voir ici quelle est l'interaction qui existe entre le centre et le périphérique. Cela veut dire que c'est des densités très élevées. Par exemple, on a ici le cœur qui a une densité très forte et il y a le périphérique qui a une densité un peu plus faible. Quel est le résultat de ce type d'interaction? Par exemple, quand on est en centre, qu'est-ce que c'est? Pour les organisations qui sont en centre en orange, cela veut dire que les informations circulent de manière beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus dense. Donc, ils peuvent être bénéficiaires de ce flux d'informations. Ça veut dire qu'ils font partie du mainstream. Mais lorsqu'on regarde l'ECM,
En fait, il est difficile de définir la relation avec le réseau, mais ce que nous avons pu déduire, c'est qu'en ce qui concerne l'attribution des ressources, il n'y avait pas de grande différence entre les organisations qui sont dans le centre et les organisations qui sont dans le périphérique. Cela n'avait pas d'impact sur leur taille. Mais lorsqu'on regarde les organismes qui sont dans le cœur, la spécificité, c'est qu'il y avait le côté pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement local, en tout cas, c'était de plus grande échelle. Et cela englobe des échelles de niveaux différentes, des échelles plus grandes, des échelles plus petites, etc. En ce qui concerne les organisations qui sont dans le périphérique, on voit qu'ils sont beaucoup plus dans la production de nouvelles idées, de nouvelles expériences. Ensuite, j'aimerais insister sur l'importance du networking. Les organisations tendent à aller vers l'extérieur, tendent à aller vers... On voit qu'il y a des associations qui mettent l'accent sur le networking. Et quand il y a un réseautage très solide et quand on fait partie d'un groupe plus grand, on voit qu'ils sont les grands bénéficiaires. Et cinquièmement, c'est le dernier point, c'est la conceptualisation de l'ECM à travers le réseau. Bien sûr, il n'y a pas une définition dominante en ce qui concerne l'ECM, mais nous utilisons le langage qui a trait à la cible 4.7 de l'ODD et de l'agenda 2030 et nous voyons que même s'il n'y a pas cette définition dominante, il y a un langage qui est harmonieux avec cet objectif. Et donc, nous avons vu que cela permettait une cohésion plus forte au sein des acteurs du réseau. Bien sûr, il n'y a pas de définition englobante pour l'instant, mais en tout cas, on voit qu'avec un langage commun, cela permet d'unifier le lien un peu plus, de resserrer les liens un peu plus. Et je pense que c'est un point qui est très important. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut avoir une meilleure compréhension de l'agenda 2030. Et ici, l'UNESCO a joué un rôle primordial parce que lorsqu'on regarde le lien avec l'UNESCO, on voit que c'est une interaction qui est très, très cohésive. Et il y a également plusieurs liens qui sont très valables. Et c'est à travers cela que l'ECM peut aussi poursuivre son propre développement de manière significative. Et lorsque nous regardons les politiques globales ou en ce qui concerne le discours de l'agenda 2030, les acteurs qui sont au cœur doivent également travailler activement avec les acteurs qui se trouvent dans le périphérique. Lorsque on veut mener une initiative locale, ceci était très important et il faut aussi relier l'objectif local et l'objectif global. Voilà les recommandations que nous voulons dégager. Je pense que nous pourrons justement dégager environ 4 recommandations au niveau politique et cela permettra de stimuler le dialogue en la matière. Tout d'abord, c'est l'importance du networking. Sans obliger un agenda d'homogénéisation sur l'ECM, s'il y a des efforts pour renforcer le réseau, cela peut contribuer à renforcer le travail de l'ECM au niveau des organisations individuelles ainsi qu'au niveau du secteur. Et les collaborations multipartites peuvent être utilisées pour approfondir et élargir les contributions importantes de l'ECM à la politique de l'éducation et à la pratique de l'éducation. Et il faut aussi accorder une importance aux organisations qui travaillent à l'extérieur. Je vous ai dit que les acteurs qui sont dans le périphérique aussi sont aussi importants que les acteurs qui se trouvent au cœur du réseau, donc, car les nouvelles idées et les expériences peuvent être produites à partir de ces organisations. Et nous devons approfondir le réseau et nous devons élargir le réseau. Et il faut plus étendre
notre point de vue. Nous nous sommes focalisés dans la région Europe et l'Amérique du Nord, bien que c'est des régions et des aspects totalement différents. Mais ce qui nous a aidés, c'est qu'on a pu voir justement la différence qui existe entre ces deux grandes régions et cela va nous être une ligne de départ pour étendre notre étude dans d'autres régions. Cela facilitera une étude comparative, mais aussi cela va faciliter les relations entre les régions du monde. Oui, dernière slide. Voilà, je vais terminer ici ma présentation. Si le temps le permet, je pense que nous pourrons approfondir le débat avec le public. Merci beaucoup. C'était une présentation très intéressante. Jusque-là, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat box et je vois qu'il ne reste que 4 minutes, donc je vais passer le micro à Kate pour une dernière remarque. Et ensuite, après, je vais passer le micro à Monsieur Massimiliano. Merci beaucoup, Madame Ellison. Donc, je voudrais également remercier Monsieur Tarozzi pour sa présentation pertinente. Je voudrais encore souligner l'importance de la coopération. Vous avez mis l'accent sur l'importance de la coopération et du partenariat. Et vous avez raison. Donc, non seulement avec les acteurs qui se trouvent au cœur, mais aussi avec les acteurs qui se trouvent dans le périphérique. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants et vous avez abordé beaucoup de sujets en la matière. Je vous en remercie. Et donc, il y aurait des experts qui se trouvent au cœur de ce réseau. Donc, les différents acteurs doivent être impliqués dans le cœur de ce schéma de coopération. Et ainsi, je crois que j'ai pu mieux comprendre l'importance de réseautage. Il s'agit d'un concept vraiment important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre remarque. J'espère que nous pourrons mener plus de recherches en la matière. Nous allons maintenant écouter M. Tarozzi avant de clore cette séance. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Kate, parce que vous avez fait une présentation très intéressante en vous basant sur des preuves qui portent sur l'importance du réseautage. Donc, il est extrêmement important de partager nos expériences, mais aussi il est important d'effectuer un suivi pour faciliter l'éducation et la communication sur le changement climatique. Je suis tout à fait d'accord avec vous et vous nous avez proposé des exemples très précis et j'espère que tous les participants auraient pu comprendre. Donc, le réseautage présente beaucoup de bénéfices, beaucoup d'intérêts intéressants. Et Madame Kate, vous avez raison. Donc, le réseautage est très important, que ce soit un réseautage face à face, que ce soit un réseautage en distanciel. Et un autre élément qui a été abordé tout au long de notre débat, c'était que c'était 6 mois avant notre rencontre. Je me rappelle que c'était avant la propagation de la pandémie. À cette époque-là, nous avons partagé des informations. Donc, c'était avant la COVID-19. Alors, le partage de connaissances, donc c'était un sujet qui a été abordé maintes fois, mais l'importance de ce partage est toujours là et le réseau des connaissances constitue un outil très bénéfique et très utile lorsque nous menons des activités sur le terrain.
Le temps est limité, donc je vous rappelle que nous avons une seule minute avant de clore cette séance. Je voudrais remercier les deux intervenants et mes remerciements s'adressent au public également. Donc, certains ont répondu qu'il s'agit d'un débat très intéressant. Nous allons avoir maintenant une pause de 10 minutes avant de procéder à la cérémonie de clôture. Donc, en Corée, donc ça sera 20h20 que nous allons avoir cette cérémonie de clôture.